Bonjour et bienvenue à tous qui nous rejoignez sur Public Sénat. Bienvenue également à tous ceux qui sont dans cette salle, c'est-à-dire notamment quelques 150 apprentis venus de toutes les régions de France et également des apprentis venus d'Allemagne. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est donc pour cette journée qui est organisée chaque année au Sénat, les rencontres sénatoriales de l'apprentissage, 11e du nom, avec cette tonalité particulière, et vous le verrez dans le débat qui va suivre, qu'il s'agit aujourd'hui d'accueillir un certain nombre d'apprentis allemands ici au Sénat pour comparer les expériences, puisqu'on dit beaucoup que la culture de l'apprentissage, très ancrée en Allemagne, pourrait peut-être inspirer aussi ce que nous faisons, les expériences que nous vivons en France. Ça, nous en débattrons dans quelques instants, les enjeux de l'apprentissage, en regardant, en comparant les expériences, mais tout de suite pour ouvrir ces 11e rencontres, eh bien, je passe la parole à Madame Muguette Dini, sénatrice du Rhône et présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat. Madame Dini. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, chers collègues, chers amis, chers jeunes apprentis allemands et français. Lorsque le président du Sénat, Gérard Larcher, m'a proposé, voici quelques semaines, d'ouvrir ces 11e rencontres sénatoriales de l'apprentissage, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cet honneur et la lourde charge d'être celle qui vous accueillera pour cette journée particulière. La commission des affaires sociales que je préside a travaillé à plusieurs reprises au cours des dernières années sur les moyens de développer, renforcer, valoriser l'apprentissage qui se trouve à la jonction de deux de nos préoccupations majeures, la jeunesse et l'emploi. En effet, le chômage des jeunes Français reste le plus élevé des pays de l'OCDE et les difficultés, la démotivation qui en résulte pour ces jeunes ne sont pas acceptables. À l'automne dernier, le Parlement français a adopté une loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Au cours de l'examen de ce texte, nous avons pu concrètement faire progresser l'apprentissage et s'il est un secteur où nous devons nous montrer pragmatiques et efficaces, c'est bien celui-là. C'est notamment à l'initiative du Sénat que nous avons ouvert la voie à un renforcement de l'apprentissage au sein du secteur public qui restait très à la traîne. En œuvrant ainsi collectivement pour le développement de l'apprentissage, dont personne ici ne sous-estime l'apport essentiel qu'il peut constituer pour l'avenir de notre pays, j'espère que nous parviendrons à lui donner toute la place qu'il mérite dans notre système de formation. Nous le savons, tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. La France affiche des performances médiocres et ce gâchis d'énergie et de talent ne peut perdurer. Nous devons surtout continuer à nous employer à changer les mentalités, ce qui n'est pas la chose la plus facile, car l'apprentissage est encore trop souvent perçu comme une voie moins prestigieuse que les cursus généraux et universitaires. Je veux le dire ici avec force, car j'en suis intimement convaincue. Il y a autant de mérite, il y a autant de noblesse à être un excellent apprenti qu'un excellent étudiant. Et les métiers auxquels l'apprentissage conduit sont tout aussi nobles. Pour toutes ces raisons, je m'associe pleinement à l'initiative heureuse prise par le président Gérard Larcher d'apporter son soutien à ces regards croisés franco-allemands sur l'apprentissage que la Chambre des métiers et de l'artisanat organise aujourd'hui au Sénat. Car ce que nous essayons de construire en France, ce que nous sommes déterminés à faire ici, l'Allemagne le réussit depuis fort longtemps. Bien sûr, en Allemagne comme en France, l'apprentissage est synonyme de goût du travail bien fait, du sens de l'effort, d'exigence vis-à-vis de soi-même. Il faut bien du courage aux jeunes boulangers pour se lever tous les matins à 4 heures. Il faut de la détermination pour travailler sur un chantier toute la journée. Il faut de la volonté pour accepter de répéter chaque jour les mêmes gestes afin de parvenir à leur maîtrise parfaite. Et pourtant, de l'autre côté du Rhin, l'apprentissage jouit d'une bien meilleure considération. On le voit dans le nombre de vocations qu'il suscite, puisque nos amis allemands forment 600 000 apprentis par an, 2 fois plus que nous. Ce succès s'explique par plusieurs facteurs que nous aurons le temps d'évoquer précisément aujourd'hui.
Je retiendrai déjà celui de la coopération et de la confiance établi entre les centres de formation et les entreprises, et surtout l'image de l'apprentissage dans l'opinion publique allemande qui le tient comme une des voies de l'excellence professionnelle. Si autant de jeunes Allemands choisissent l'apprentissage, c'est sans doute parce qu'ils y trouvent une reconnaissance qui reste ici trop faible. La valorisation française de l'intelligence théorique peut se comprendre, mais elle ne se comprend pas si elle conduit à dénigrer ou négliger l'intelligence pratique. Beaucoup d'apprentis ont contribué et contribuent encore à faire connaître le génie de la France. Pensons à Gaston Lenôtre, apprenti pâtissier formé dans l'heure et dont le talent et l'inventivité sont aujourd'hui connus de tous les cuisiniers du monde. L'apprentissage en Allemagne, c'est aussi la garantie d'une formation de qualité, débouchant sur un emploi correctement rémunéré. Comment ne pas faire ici un lien entre la place de l'apprentissage, le niveau des salaires pratiqués outre-Rhin et la puissance exportatrice de l'industrie allemande? Nous devrions en France nous pencher plus attentivement sur cette question. Promouvoir l'apprentissage, ce n'est pas seulement offrir des débouchés professionnels de qualité à la jeunesse, c'est aussi former une main-d'œuvre indispensable à une industrie compétitive capable d'offrir de bons niveaux de rémunération à ses salariés. C'est donc un pari gagnant-gagnant, un meilleur salaire pour les futurs salariés ou professionnels et une main-d'œuvre mieux formée pour les entreprises. Un apprentissage attractif, et là aussi nous avons des enseignements à tirer de la pratique allemande, c'est également un apprentissage qui ne condamne pas à un niveau professionnel déterminé, mais constitue la première marche d'une formation qui peut mener au sommet de la hiérarchie d'une entreprise. Les entreprises allemandes regorgent de cadres issus de l'entreprise. Ils sont encore trop rares chez nous. Quelle opportunité nous aurions là pourtant de relancer l'ascenseur social en permettant à d'anciens apprentis, grâce à la formation professionnelle continue, d'accéder aux plus hautes fonctions d'encadrement et de direction. Je crois donc que nous avons beaucoup à apprendre de nos échanges d'aujourd'hui et je voudrais remercier sincèrement nos amis allemands d'être venus jusqu'à nous. Au fond, c'est notre devoir commun de préparer ensemble l'avenir de l'Europe et promouvoir cette formation si exigeante qu'est l'apprentissage est un moyen de nous en acquitter. À chacun d'entre vous, et en particulier aux jeunes apprentis et aux 10 apprentis allemands et à leurs accompagnateurs, je souhaite pleine réussite dans ces projets d'avenir et au nom du Sénat, je vous assure de notre entier soutien. Je vous remercie. Merci à vous, Muguette Dini, sénatrice du Rhône et présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat. Regard croisé franco-allemand sur l'apprentissage. Vous avez tracé le cadre général du débat qui va nous occuper aujourd'hui et pour lequel nous allons accueillir un certain nombre de personnalités qui vont éclairer, débattre, comparer les situations et également des jeunes qui témoigneront de leur situation. Alors merci à ceux qui vont débattre avec vous dans un instant de nous rejoindre. Le sénateur Gilbert Barbier, sénateur du Jura, du groupe RDSE, le groupe radical, vice-président de la Commission des affaires sociales. Voilà, vous pouvez rejoindre la tribune. Un autre de vos collègues également qui est présent. Il y a d'autres sénateurs présents dans cette salle. Ils pourront aussi s'exprimer, tout comme d'ailleurs chacun d'entre vous, parce qu'on essaiera d'avoir un échange le plus nourri possible. Jean-Claude Carle, sénateur de Haute-Savoie, membre de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication et qui est rapporteur pour avis du budget de l'enseignement scolaire au Sénat. Alors je vous le disais, vous le souligniez il y a quelques instants, Madame Muguette Dini, il y a un certain nombre d'amis allemands qui sont venus aujourd'hui pour témoigner, des apprentis mais aussi des responsables qui peuvent nous faire partager leur expérience. C'est le cas du docteur Stéphane Vogt qui est directeur de la formation pour la Chambre des métiers de Hanovre qui nous rejoint. Et puis nous recevons également Stéphane Schwartz qui est président de la Chambre des métiers de Berlin. Monsieur Schwartz, vous êtes vous-même chef d'entreprise très impliqué
dans ces questions d'apprentissage. Vous nous direz comment vous vivez cela en Allemagne en ce moment. Les responsables des chambres de métiers sont également là, bien sûr, puisqu'ils sont les partenaires très fidèles de ces rencontres de l'apprentissage. Jean-Pierre Bechler, qui est artisan boulanger à Colmar, vice-président de la Chambre des métiers d'Alsace et de la commission des formations au sein de la PCM, qui nous rejoint. Voilà, ne butez pas sur l'estrade. Jean-Patrick Farrugia, directeur de la formation et de l'emploi à la PCM. Puis je vous le disais, deux jeunes apprentis. Patrick Nassa, qui est apprenti en Allemagne, à Düren, très exactement. Voilà, rejoignez-nous, Patrick. Qui parle bien français, donc il n'y aura pas de problème. Et Nicolas Rousseau, qui est apprenti en Charente-Maritime, à Lonzac, je crois, c'est ça? Voilà, vous vous présenterez tout à l'heure et vous nous donnerez votre expérience. Voilà. Alors pour cadrer ce débat, vous donnez quelques repères, Madame Dini, vous en donniez quelques-uns tout à l'heure, mais sur ce que représente l'apprentissage en France, ce que vous attendez aussi de ces échanges, parce que comparaison n'est pas forcément raison, on ne peut pas forcément transposer un modèle sur un autre. On va demander à Alain Griset, qui est président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, de bien vouloir donner quelques éléments qui vont peut-être pouvoir ensuite vous donner matière à réagir et à aller plus loin dans le débat. Alain Griset, président de l'Assemblée des chambres de métiers. Merci. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Chambre de métiers de l'artisanat de Berlin, Monsieur le Directeur de la formation de la Chambre de métiers de Hanovre, Mesdames, Messieurs les Présidents de Chambre de métiers de l'artisanat, Mesdames, Messieurs les apprentis français et allemands, Mesdames, Messieurs, nous fêtons cette année les 11e rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier très sincèrement le Sénat et son président, Monsieur Gérard Larcher, pour l'effort constant qui a été conduit et se poursuit en faveur de l'apprentissage. Cette année, grâce au thème que nous avons retenu en commun, nous avons voulu porter un regard croisé sur l'apprentissage en Allemagne et en France. Je suis particulièrement heureux que nous ayons choisi d'associer la France et l'Allemagne à ces rencontres, d'autant plus que la France et l'Allemagne, au niveau de l'artisanat, ont depuis de longues années entretenu des relations nombreuses et fournies, et que dans quelques semaines, à Bordeaux, nous organiserons les rencontres franco-allemandes des chambres de métiers et de l'artisanat. Depuis de longues années, l'Allemagne est donnée en exemple dans l'apprentissage. À l'inverse, en France, l'apprentissage a été longtemps mal aimé dans notre système éducatif. Pendant de longues années, cette voie a trop souvent été présentée comme une orientation par défaut, ni valorisée, ni valorisante pour les jeunes et leurs familles. Pour autant, l'artisanat français a toujours cru en l'apprentissage et a été le seul secteur économique à le sauvegarder, à le développer quand il était le plus contesté. Depuis 30 ans, l'artisanat est le promoteur de sa renaissance. Nous avons ainsi accompli une véritable reconquête des lettres de noblesse de l'apprentissage en France et nous continuons de poursuivre nos efforts pour qu'avec l'appui des pouvoirs publics, l'apprentissage continue d'évoluer pour répondre toujours mieux aux attentes des entreprises et des apprentis. L'apprentissage peut désormais s'appuyer sur une image positive et constitue une filière à part entière. Il est apprécié des entreprises, mais également des jeunes et de leurs parents, pour ses résultats en termes d'insertion professionnelle, mais aussi du regard que ces jeunes filles et ces jeunes hommes portent sur eux. Le soutien des pouvoirs publics a été déterminant au cours de ces dernières années, notamment celui appuyé d'un ministre du Travail, aujourd'hui président du Sénat. Les chiffres de l'apprentissage en France portent témoignage de ces évolutions. Ils sont en constante progression. Certes, les Allemands sont encore plus nombreux à opter pour cette filière, mais c'est comparer ces chiffres, c'est comparer deux systèmes qui sont différents, même s'ils utilisent la même pédagogie et les mêmes mots. L'important dans les deux cas, c'est que des familles et des jeunes fassent confiance à des entreprises pour les former et qu'en réponse, des entreprises s'engagent pour former des jeunes. Pour autant, il faut reconnaître que nous avons encore des progrès à réaliser pour obtenir les mêmes résultats que nos collègues allemands, comme vont le préciser nos travaux de ce matin. La table ronde va nous aider à porter le regard croisé qui nous aidera à une meilleure approche des deux systèmes. Nous pourrons ainsi mesurer les écarts
et imaginer des pistes pour construire à partir de nos différences, pour que demain, la formation de nos jeunes par l'apprentissage avance et soit encore plus efficace pour la performance de nos entreprises et de la compétitivité de l'Europe. Je vous remercie de votre attention et si vous le permettez maintenant, place au débat. Merci beaucoup Alain Griset. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet avant de comparer un peu les systèmes par un élément d'actualité. C'est vrai que l'apprentissage, comme je dirais l'ensemble de l'économie, a bien sûr subi, je l'imagine, une crise économique dont il ne pouvait pas, l'apprentissage était forcément aussi concerné par ce qui s'est passé en termes de disponibilité des entreprises. Alors, je voudrais d'abord demander, je ne sais pas, peut-être que M. Bechler peut nous dire un mot là-dessus, parce que c'est un élément d'actualité très récent. Hier, le président de la République a annoncé un certain nombre, dans le cadre du balayage des mesures exceptionnelles qui avaient été prises pour faire face à la crise économique, que les mesures spécifiques destinées à maintenir et à encourager l'apprentissage seraient prolongées. Ce n'est pas le cas de toutes les mesures d'aide aux entreprises. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si effectivement, un petit peu comment l'apprentissage a traversé la crise économique que nous venons de vivre. Merci et bonjour à tout le monde. Je répondrai, j'essaierai d'être court naturellement. Voilà, soyez court à chaque fois, comme ça voilà. on demandera aussi à nos amis allemands comment ils ont vécu cette période du point de vue de l'apprentissage en Allemagne, parce qu'on a beaucoup dit qu'à un moment donné, les entreprises, elles ne prenaient plus d'apprentis. Voilà, alors je dirais trois choses. La première, effectivement, c'est vrai qu'il y avait une réticence au niveau des chefs d'entreprise dans cette période de crise. Mais j'ai toujours dit, et j'espère que tous mes collègues tiendront le même langage, la crise, elle est là aujourd'hui, mais à la sortie de la crise, il nous faudra de nouveau une main-d'œuvre qualifiée. Si on ne la forme pas aujourd'hui, on ne l'aura pas demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et le président Griset l'a bien dit, l'apprentissage est quand même une voie et une issue qui va donner un emploi, parce que dans beaucoup de réunions et de collectivités où je suis, on parle toujours d'orientation et d'apprentissage, mais pour moi, l'orientation et l'apprentissage est réussi s'il débouche sur un emploi. Et l'apprentissage, elle peut être fière de ce slogan-là, car 80% de nos apprentis trouvent un emploi à l'issue de l'apprentissage. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, si vous l'avez dit, et je le dis aussi, si le président Nicolas Sarkozy a maintenu les aides dans l'orientation et la formation de l'apprentissage, c'est qu'il sait comme nous tous que c'est quand même l'issue aujourd'hui et peut-être aussi la réussite pour maintenir une économie en bonne santé. Voilà. Donc ces aides, c'est un coup de pouce aux chefs d'entreprise qui vont engager des apprentis. Mais c'est vrai, je l'ai entendu comme vous, que toutes les aides n'ont pas été reconduites. N'ont pas été maintenues, et c'est vrai que là, il y a très clairement un signal qui est donné. J'ai vu le président le 8 à Colmar, je ne le savais pas encore, sinon je l'aurais félicité. Voilà. Monsieur Schwartz, on va rentrer plus en détail dans quelques minutes sur cette culture allemande de l'apprentissage, mais d'abord peut-être la même question d'actualité qu'à votre collègue. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, je crois que vous dirigez une entreprise spécialisée dans le nettoyage, donc j'imagine dans la région de Berlin notamment, puisque voilà. En toute l'Allemagne. Dans toute l'Allemagne, avec 1200 salariés. Est-ce qu'à un moment donné, avec la crise économique que l'Allemagne a subie comme la France de façon extrêmement difficile, vous avez eu l'impression qu'il pouvait y avoir une remise en cause de ce système de formation et d'insertion professionnelle pour les jeunes de la part des entreprises? En fait, on a fait une expérience étonnante et très intéressante au moment de la crise, parce qu'on avait peur en Allemagne que le système d'apprentissage va subir des problèmes à cause de la crise. Mais ce qui est passé, c'est que les entreprises étaient dans la majorité très intelligentes, puisqu'ils savaient que
à un certain jour, la crise sera finie. Oui. Et on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça qu'on n'avait pas de problème que les entreprises n'embauchaient plus des apprentis. On avait un autre problème. C'était qu'on a déjà un grand problème démographique. C'est-à-dire, en Allemagne, je crois que c'est beaucoup plus grave en Allemagne qu'en France, ce problème. Chaque année, on a moins d'élèves qui sortent des écoles. Alors, on avait certaines branches dans l'artisanat qui cherchaient désespérément des apprentis. Ils ne pouvaient pas trouver des apprentis. C'était une situation absolument nouvelle en Allemagne, qu'on ne trouvait pas des apprentis pour certaines professions. Donc c'est pas tant les entreprises qui ne voulaient plus recruter d'apprentis que les entreprises qui, pour certains métiers, ne trouvent plus d'apprentis. Voilà, c'est ça. Et donc vous nous direz comment y répondre. Comment expliquez-vous, on a entendu les propos liminaires tout à l'heure de Madame Dini, d'Alain Griset, comment expliquez-vous en Allemagne, et vous-même au travers de votre expérience, cette profondeur de la culture de l'apprentissage? Le fait que l'apprentissage soit vraiment inscrit dans votre système économique et culturel finalement. Bon, je crois qu'en Allemagne, on a une très longue tradition d'apprentissage. On peut expliquer ça par une tradition qui date depuis plusieurs centaines d'années, si vous voulez, l'apprentissage dans l'artisanat. Mais je crois aussi que c'est une expérience où les gens en Allemagne, notamment les entreprises, savent bien que c'est un système qui est très efficace. Parce que ce système garantit une formation théorique, parce que on appelle le système en Allemagne, on appelle ça le système dual. Ça consiste en deux facteurs, si vous voulez. L'un, c'est l'éducation en classe, mais de l'autre côté, vous avez la formation dans la vie réelle des entreprises, c'est-à-dire les apprentis, dès les débuts, ils sont en contact avec les clients, avec les fournisseurs, avec les collègues. Donc, ils sont dans une situation réelle de la vie professionnelle. Et je crois que c'est ça qui fait ce système tellement efficace, qu'après, ils ont réussi leur formation. Ils ont vraiment ils représentent une main-d'œuvre vraiment qualifiée qui est très, très utile pour les entreprises. De l'autre côté, les parents, puisque je sais bien qu'il y a des différences entre comment dire, la réputation de l'apprentissage parmi les parents. En Allemagne, des parents disent que si le jeune veut faire un apprentissage dans l'artisanat, par exemple, c'est très bon, c'est très réputé. Ça a une image excellente. Souvent, les gens font une formation dans l'apprentissage dans l'artisanat et après, ils font des études. L'un n'exclut pas l'autre. Et je crois que ça, c'est aussi une clé pour comprendre la situation en Allemagne, que la réputation parmi les parents d'une formation dans l'artisanat est très élevé. C'est une très bonne image. Ça n'est pas considéré comme étant une voie mineure comme ça peut l'être en France. Pas du tout. Moins maintenant, mais en tout cas, on le disait tout à l'heure, ça l'est encore. Ouais. Voilà. Et donc, cet apprentissage est considéré comme étant quelque chose de tout à fait valorisant pour les jeunes, quelle que soit la formation qu'ils ont. C'est-à-dire que dans le système scolaire, à un moment donné, le contact avec l'entreprise est beaucoup plus répandu qu'il ne l'est, par exemple, chez nous, selon vous? Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une formation très, très pratique.
et qui répond, à mon avis, d'une façon idéale aux exigences des entreprises. Alors, peut-être votre collègue, le docteur Stéphane Vogt, qui est directeur de la formation de la Chambre des métiers de Hanovre, peut-être pouvez-vous nous apporter quelques précisions pour qu'on comprenne bien, et on verra ensuite quelles sont les différences avec notre situation française. Mais je crois que la question de l'apprentissage, sans entrer dans le détail technique, mais pour bien comprendre le système dans sa globalité, il y a une très forte présence de l'apprentissage dès l'orientation des jeunes, et d'autre part une très forte implication des entreprises, peut-être plus forte que ce que nous connaissons chez nous en France, dans votre système d'apprentissage allemand. Alors, nous avons déjà écouté qu'il y a deux partenaires, c'est l'école professionnelle et ce sont les entreprises. Et les entreprises cherchent déjà plus tôt, c'est-à-dire pendant la période scolaire. Les jeunes gens, ils proposent des stages, etc., pour trouver des jeunes gens et pour les intégrer dans leur entreprise. Ça veut dire qu'ils s'engagent beaucoup parce qu'il y a, nous avons déjà écouté, il y a beaucoup ou plus de problèmes avec à cause du développement démographique et à cause des problèmes avec des connaissances générales, avec des compétences personnelles, de trouver assez de jeunes gens pour les entreprises. C'est un grand défi en Allemagne. C'est pourquoi il faut travailler ensemble plutôt entre les écoles élémentaires et les entreprises. Et après, on fait un contrat entre l'entreprise et les jeunes gens et les chambres de métiers examinant les entreprises, c'est-à-dire s'il est un entrepreneur accueille un apprenti pour la première fois. À partir de quel âge un apprenti peut-il être accueilli, avoir ce premier contact avec l'entreprise? Le premier contact peut être avec 14 ans, oui, pendant la période scolaire. Et on fait le contrat plus tard vers 17 ans, peut-être 20 ans. C'est différent. Mais dès 14 ans, ça peut commencer. Alors chez nous, on le verra, mais il y a peut-être des réticences à démarrer si jeune. Voilà. Et après, ce sont des conseillers de la Chambre des métiers qui sont dans les entreprises sur place et ils constatent si l'entreprise est en mesure de former. Et on accompagne l'apprentissage et on peut appeler les conseillers en cas de conflit, etc. Ou si on a des problèmes à cause de mauvais résultats, etc. C'est-à-dire, on accompagne les entreprises jusqu'au examen. Oui. Il y a à peu près combien? Alors en France, on dit il y a 400 000 apprentis à peu près, dont un peu moins de 200 000 formés par les entreprises artisanales. Quel est le chiffre en Allemagne sur le nombre d'apprentis? Ce sont environ 1 million. 1,5 million à peu près d'apprentis au total? 1,6 million. 1,6 million, oui. Mais toutes branches confondues, pas seulement dans l'artisanat. L'artisanat, l'industrie, etc. L'industrie également. Peut-être un mot de Jean-Patrick Farrugia. Quel vous paraît être, Monsieur Farrugia, au travers de ce qu'on vient d'entendre sur ces témoignages, ce qui distingue particulièrement et qui peut expliquer le fait qu'en France, nous ne sommes pas au même niveau en ce qui concerne le développement de l'apprentissage et peut-être pas la même approche finalement? Je dirais simplement quelques points. Le premier, c'est qu'en France, traditionnellement, même si nous avons une pratique ancienne de l'apprentissage, on privilégie les formations intellectuelles, les formations qui ne sont pas tournées vers la pratique et qui sont tournées vers l'abstraction.
Ce qui fait que le regard qui est porté en général sur l'apprentissage est toujours un regard un peu de deuxième choix par rapport à une voie principale qui est une voie vers l'abstraction. La deuxième chose par rapport à ce qu'ont dit nos interlocuteurs, c'est que le système en entier de l'apprentissage en Allemagne négocie ses objectifs avec les entreprises. En France, le système, non pas dépend, mais est négocié avec les conseils régionaux par rapport à des objectifs que l'on se donne dans les conseils régionaux et moins par rapport aux objectifs chiffrés par rapport aux entreprises. Ça fait aussi une différence dans la façon de mettre en œuvre l'apprentissage. La troisième chose, je crois, c'est que, compte tenu de cette approche différente qui valorise le savoir-faire pratique, on peut pratiquer en Allemagne un travail plus précoce avec les jeunes par rapport à l'apprentissage des métiers, par rapport à l'ouverture au choix, à la validation de leur choix. C'est-à-dire que si un premier choix n'est pas validé, il a encore temps de changer de métier, d'en faire un autre. Alors que chez nous, la moyenne des apprentis rentre plus tard dans l'apprentissage, ce qui rigidifie un peu les parcours. Et tout ceci explique, de mon point de vue, le fait qu'on a un développement différent, avec en plus le fait que l'apprentissage tel qu'il est conçu en Allemagne, c'est la voie pour la formation pour rentrer en entreprise, toute entreprise confondue. Oui, donc que ce soit d'ailleurs pour des métiers artisanaux, qu'on le disait dans l'industrie, et aussi pour des formations plus intellectuelles, on peut aussi passer par l'apprentissage. Alors, je voudrais savoir ce qu'en pensent nos deux parlementaires qui sont ici. Nous sommes donc avec Gilbert Barbier et Jean-Claude Carle. On vient de voir un peu à la fois la différence de culture, la différence d'approche, une place plus décisive des entreprises dans l'arbitrage en faveur des entreprises, alors en faveur de l'apprentissage, alors qu'en France on a le filtre des régions qui n'est pas négatif parce qu'elles organisent vraiment l'apprentissage, mais qui en même temps introduit une approche différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, il y a des choses à corriger dans le système français, Monsieur Barbier? Je crois déjà il faut regarder un petit peu l'histoire. Vous savez, il y a très longtemps, on a supprimé le certificat d'études. Et ensuite, dans les années 60, qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré le collège unique. Collège unique, c'est-à-dire la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, qui a conduit dans ce collège des jeunes dont la vocation n'était pas forcément abstractive, comme ça a été dit, et qui posent des problèmes et qui se retrouvent à 16 ans, qui se sont trouvés, parce que les choses ont quand même changé, ont beaucoup évolué, dans une situation d'échec. Et c'est une grande difficulté de pouvoir ensuite récupérer beaucoup de jeunes à l'époque, dans les 30 dernières années, dans cette situation. L'autre problème qu'il ne faut pas se cacher et qui est un véritable problème dans notre pays, c'est le cloisonnement qui a toujours existé et qui tente à disparaître, mais très difficilement, entre le monde de l'enseignement et l'éducation nationale et le monde du travail. Alors je sais bien que les conseils régionaux maintenant dirigent ça, mais il y a toujours cette réticence que nous avons en France, que le monde de l'enseignement tient à capter et à garder ces jeunes pour lui-même. Et l'ouverture vers l'entreprise est toujours été très longtemps considérée comme quelque chose, un empiètement sur le domaine de l'éducation nationale. Et puis de l'autre côté, il faut reconnaître que les entreprises, et notamment les petites entreprises, n'ont pas toujours été très volontaires pour former des apprentis. On le sait très bien parce que la formation d'un apprenti, c'est pas une rentabilité immédiate, c'est du temps passé, et c'est pour cela que nous sommes très contents que les mesures financières favorisant l'apprentissage ont été maintenues, parce que beaucoup d'entreprises, si elles n'ont pas ce petit coup de pouce des pouvoirs publics pour engager des apprentis, eh bien, probablement un certain nombre y renonceraient. Donc on a une évolution qui se fait depuis les 10 dernières années. Il y a une compréhension, il y a un mélange qui est de plus en plus, et il y a une image qui commence à être retrouvée de cette valeur des gens qui s'engagent par la voie de l'apprentissage. Et je dois aussi reconnaître que dans ce domaine, les chambres consulaires, notamment la Chambre des métiers, ont fait d'énormes progrès. Si on se remet 20 ou 30 ans en arrière, il y en a qui connaissent, où on était dans un monde un petit peu fermé,
Et aujourd'hui, il y a une ouverture dans les centres et je pense que l'apprentissage, à l'exemple de nos amis allemands, est en train de reconquérir la place qu'il avait du temps des compagnons du Tour de France qui a bien longtemps parcouru la France et qui était l'élite intellectuelle et manuelle à travers le pays. Oui, juste un mot avant que Jean-Claude Carle ne s'exprime, une réaction de M. Schwartz. Vous avez fait allusion à 2 points. L'échec scolaire, est-ce que vous avez moins de problèmes de jeunes qui sortent du système scolaire sans rien, sans qualification que nous n'en avons en France, où on dit souvent que le taux de chômage des jeunes est l'un des plus importants d'Europe? Est-ce que grâce à l'apprentissage, vous avez une meilleure situation en Allemagne? Et d'autre part, l'autre élément mentionné par le sénateur Gilbert Barbier, c'est la coupure très grande entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Est-ce qu'elle est moins forte, vous semble-t-il, en Allemagne? De façon très franche, parce que peut-être nous aussi on a une image un peu idyllique de ce qui se passe en Allemagne, comme quoi ce serait le paradis. Et voilà, bon, pas forcément non plus, quoi. Franchement, c'est très intéressant de voir qu'on a quand même assez de problèmes en commun. En effet, je peux constater la même situation que en Allemagne, on a aussi un monde séparé du monde réel de la vie professionnelle, qui est le monde d'enseignement. Ça, c'est un des grands défis pour notre système d'éducation, parce que il faut commencer très très tôt, déjà dans les écoles, dans le système d'éducation nationale. Il faut commencer très très tôt de donner des expériences et une certaine compréhension pour les jeunes de ce qu'on appelle la vie professionnelle. C'est-à-dire il faut commencer déjà à l'âge de 10 ans, dans les classes, il faut établir un contact avec la vie des entreprises. On fait ça, on commence ça maintenant parce que notre système d'apprentissage commence à l'âge de 16 ans, de 17 ans. C'est déjà un peu tard. Il faut, par exemple, donner la possibilité aux jeunes gens de faire un stage à l'âge de 13 ans, de 14 ans dans les entreprises pour établir une première compréhension de ce que se passe dans la vie réelle des entreprises. Et ça commence à se faire parce qu'en France, par exemple, ça existe au niveau du collège, vous nous le confirmerez, mais les élèves de 3e ont une semaine un peu de découverte dans les entreprises. Mais on a aussi, et ça c'est le deuxième point, on a aussi, il faut le dire franchement, 25% des gens qui sortent des écoles sont pas capables de commencer avec un apprentissage ou de faire des études. 25%. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est aussi un grand problème pour l'économie nationale parce que c'est un grand problème pour la croissance puisqu'on ne trouve pas les gens pour commencer l'apprentissage. Donc, je crois, là, on a des problèmes comparables. Oui. Non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que l'apprentissage n'est pas la réponse à tous les défis aujourd'hui qui se posent pour le système éducatif, même si c'est bien entendu une voie que vous avez davantage valorisée. Jean-Claude Carle. Oui, je crois que l'apprentissage, c'est la voie de la réussite. Et moi, je voudrais féliciter les apprentis d'avoir choisi cette voie. Pourquoi c'est la voie de la réussite? Parce que je crois que c'est le système de formation qui apporte le mieux cette triple réponse simultanée que doit apporter un système de formation. La première, c'est une réponse sociale au projet du jeune. On ne fait rien de bien sans passion. La deuxième, c'est une réponse aux besoins de l'économie. Et ça, notre système éducatif l'avait très largement oublié. On le voit bien, on fait rentrer des milliers d'élèves ou d'étudiants dans des filières qui ne débouchent sur rien. Et très souvent, la première porte que pousse un jeune, malheureusement, c'est celle de Pôle emploi. Et puis, troisième réponse, c'est celle à la diversité des territoires, car la mobilité, elle est souvent dans les discours, elle n'est pas toujours dans les faits. Alors, c'est vrai que ça n'a pas la même ampleur ou la même réussite en France et en Allemagne. Les chiffres sont là pour l'attester. En Allemagne, à peu près, c'est 2 jeunes sur 3
qui suivent le système dual. Chez nous, c'est un jeune sur 5 qui suit la voie de l'apprentissage. Alors pourquoi on en est arrivé là? Ça a déjà été dit, à mon sens, 3 raisons. Premièrement, un problème culturel, un problème de société. Ça a été très bien dit par monsieur. On est dans une société, la France, qui hiérarchise les formes d'intelligence. On met au sommet l'intelligence abstraite. J'ai souvent l'habitude de le dire. Cite-moi ton chiffre après le bac, je te dirai qui tu es. En oubliant les autres formes d'intelligence, l'intelligence de la main, l'intelligence du geste. Deuxième raison, c'est qu'on est dans une société, et c'est aussi une différence avec l'Allemagne, qui n'aime pas beaucoup l'entreprise ou l'entrepreneur ou l'entreprenant. Et en particulier notre système éducatif, l'entreprise c'est souvent considéré comme Zola. On dit très souvent, si t'es pas bon en maths, ben, t'iras sur le chantier ou t'iras dans le garage en face. Et puis troisième, et puis l'entrepreneur, s'il réussit, ben, on le suspecte de l'avoir fait pas toujours de la meilleure manière, et s'il échoue, il est bon à jeter aux orties. La troisième raison... Ça change un petit peu quand même, hein. Pardon, ça évolue. J'y viens, ça évolue. Et la troisième raison, c'est vrai, ça a été dit aussi, c'est que l'éducation nationale a toujours été réticente à l'entrée d'autres partenaires. Elle considérait que le savoir, la transmission du savoir, c'était sa responsabilité, voire son monopole. Alors, c'est vrai, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les lois de décentralisation qui ont donné des compétences aux régions, et on voit bien qu'en termes de formation professionnelle ou d'apprentissage, ça va dans le bon sens. Il y a eu la loi Fillon en 2005, qui a mis dans la loi quelque chose de très important, c'est la reconnaissance de la communauté éducative. La communauté éducative, c'est bien sûr l'éducation nationale, ce sont les familles, on l'a peut-être un peu oublié, ce sont les collectivités territoriales et c'est le monde socio-professionnel. Et puis les lois Wauquiez, il en parlera sûrement tout à l'heure, qui ont vraiment concrétiser cette communauté éducative et qui ont fait passer, et c'est pour ça que ça va mieux maintenant, de la formation de compétences séparées à des compétences véritablement partagées, et notamment la mise en place du plan régional de formation professionnelle des jeunes. Voilà, alors ça, ce sont des éléments concrets qui montrent des évolutions récentes. Juste sur ces lois, en quoi ça bouleverse un peu la philosophie, les dernières avancées législatives en matière de... Alors, celles notamment contenues dans la loi Wauquiez, sur laquelle le Sénat a beaucoup travaillé. D'abord, l'orientation. On a essayé de faire en sorte que l'orientation, ça ne soit plus une orientation par échec successif, mais une orientation plus choisie que subie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous avons souhaité d'ailleurs fédérer tous les partenaires de l'information et de l'orientation. Car une bonne formation, ça commence par une bonne orientation, et une bonne orientation, c'est d'abord une bonne information. Or, la bonne information, aujourd'hui, elle est réservée à ceux qui savent décrypter les parcours, et ceux qui ont les moyens de pouvoir le décrypter. On a amélioré donc le système d'information. On a aussi pris des mesures pour favoriser l'apprentissage, notamment dans le secteur public. La France est extrêmement en retard. Nous avons seulement 6500 apprentis dans le secteur public. Et le plus mauvais élève, c'est l'État. Il n'y a pratiquement aucun contrat d'apprentissage dans les services de l'État. Les quelques contrats qui ont, c'est dans les collectivités territoriales et les communes en particulier. Donc nous avons supprimé l'agrément préfectoral pour faciliter, j'allais dire, l'insertion par l'apprentissage des jeunes dans le secteur public. Nous avons pris un certain nombre d'autres mesures, notamment pour permettre aux apprentis de mieux préparer un examen. Nous avons décidé qu'ils aient un congé de 5 jours. Et puis nous avons levé un frein qui date de 15 ans. C'est qu'on veut bien favoriser l'apprentissage, mais on a des textes concernant la sécurité qui interdisaient aux jeunes mineurs, donc de moins de 18 ans, d'utiliser des machines dangereuses. Alors comment voulez-vous qu'un jeune puisse pratiquer un futur métier si on lui interdit de se servir des machines? Eh bien, nous avons mis 15 ans pour arriver à lever le problème. Le décret, je crois que Laurent Wauquiez le dira tout à l'heure, doit tomber. Je crois que c'était là aussi une avancée nécessaire. Il y a eu un certain nombre d'autres mesures sur lesquelles je pourrais revenir. Oui, juste, allez-y, Monsieur Bechler. Oui, si vous me permettez, je voulais juste dire quelque chose. M. Schmitt l'a peut-être pas bien dit, il l'a dit, mais je le dirai à ma façon. Pour bien connaître votre système, puisque vous savez d'où je viens, j'ai un pied en France et un pied chez vous. Hein. Ça s'entend un petit peu. Ça s'entend, mais c'est charmant. Mais je suis fier. Ça voilà, non, mais c'est pas du tout. D'ailleurs, le président Criset le sait bien. Non, ce que je voulais dire, c'est une richesse culturelle. Voilà, il y a une différence fondamentale
Et c'est écrit là, donc je ne l'ai pas inventé, bien que ça fait 10-15 ans que je le dis. Il y a une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, on forme au diplôme, et en Allemagne, et c'est marqué là, hein, la formation, je lis exactement comme c'est écrit, hein, la formation professionnelle est préparée à une compétence nécessaire à l'exercice d'un métier. Et cette phrase, c'est la seule que je voudrais ce soir que tout le monde retient, et c'est peut-être là la différence, parce qu'un diplôme, c'est quelque chose comme une carte de crédit que vous avez peut-être dans votre poche, mais ça ne justifie pas que vous avez des compétences pour faire un travail. Et rappelez-vous aussi à Renaud Dutreil, qui était notre ministre de l'Artisanat, plusieurs fois je lui ai dit, si vous voulez un bon gâteau, c'est pas l'emballage qui est important, mais c'est ce que vous mettez sur la table le soir. Ça fait rire tout le monde, mais c'était quand même la vérité. Et voilà. Vous y connaissez en matière de pâtisserie, merci. De pâtisserie, voilà. Docteur Vogt, juste peut-être un mot en prolongement de ce qu'a dit il y a un instant M. Bechler sur la valorisation de la compétence. Comment c'est organisé en Allemagne? Comment est-ce qu'on reconnaît la formation de l'apprenti? Il y a un diplôme au bout du compte, mais qui sanctionne une véritable compétence qui est jugée par l'entreprise, par le maître d'apprentissage. Comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont les chambres des métiers qui organisent l'examen. Il y a une commission où les employeurs, les employés et les enseignants des écoles professionnelles sont représentés. Et on développe les devoirs ensemble, etc. Et on examine les apprentis. Mais c'est très important, je veux encore répondre. On termine l'apprentissage avec un examen. On travaille plus tard dans une entreprise, quelques ans, et on commence une formation continue. Et en Allemagne, en l'artisanat, c'est souvent la formation continue qui termine avec le brevet de maîtrise. Et ce brevet-là, c'est un billet pour entrer dans l'université. Ça veut dire que les jeunes gens se développent différents. L'un reste à l'école et font le bac. L'autre vont dans les entreprises, font l'apprentissage dans les entreprises, et après, quelques ans après, avec le brevet de maîtrise, ils ont la même possibilité de faire ces études à l'université. Et nous avons c'est-à-dire le passerelle entre les deux systèmes. Je crois que c'est très important aussi pour l'acceptation de ce système-là en Allemagne. Alors c'est très important, hein, la précision que vous apportez, parce que ça veut dire que une fois qu'on a son diplôme d'apprenti, qu'on a commencé un métier, on a l'équivalence pour reprendre des études théoriques. Autrement dit, on n'oppose pas le savoir intellectuel et théorique à l'apprentissage d'un métier, puisque ça vous donne la même qualification de départ. Hein. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait transposer ça en France, Monsieur Barbier? Je vous vois un peu dubitatif, mais dans la salle, on nous dit que oui. Puis on va demander aux deux. Oui, tout est possible. C'est dire qu'au fond, on peut se former tout au long de la vie, avoir des périodes où c'est très pratique, d'autres c'est l'équivalence. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir le baccalauréat. On voulait amener 80% des classes d'âge au baccalauréat. On voit ce que ça donne, comme ça a été souligné. C'est-à-dire qu'on oriente ensuite vers l'université des jeunes qui ne sont pas forcément destinés et qui ne trouveront pas leur place, surtout qui n'auront pas de débouchés professionnels dans des filières dont on sait qu'elles n'aboutissent pas à des places sur le marché. Alors si effectivement on peut avoir une équivalence qui permettrait, parce qu'en fait c'est ça, pour les apprentis, c'est de savoir quel peut être par la suite le parcours professionnel. Et de savoir si, même si on a commencé dans cette voie-là, plus tard, on peut évoluer vers des formations
et accéder à des postes de responsabilité, de création d'entreprises ou de places de cadre dans les grandes entreprises. Malheureusement, je crois que encore nos entreprises dans ce domaine-là, notamment les très grandes, jugent les dossiers sur des CV qui sont des diplômes dont on n'a pas jugé effectivement de la qualité. Donc, ça serait une voie intéressante, mais elle me paraît quand même difficile. C'est une révolution intellectuelle à faire, à la fois dans le monde de l'éducation et à la fois dans le monde de l'entreprise française. Monsieur Farrugia. Oui, monsieur le sénateur, on est là justement pour regarder de l'avant, puisque nous sommes dans le lieu où s'élabore la loi. Pour avoir cette équivalence, en fait, il y a une mesure technique toute simple, alors dont je ne sais pas aujourd'hui si les conditions du dialogue social sont réunies, mais il faudrait avoir des commissions professionnelles consultatives, comme elles existent à l'Éducation nationale pour faire les diplômes, comme elles existent dans certains ministères déjà pour créer des diplômes de ministère, et que nous pourrions avoir également dans l'artisanat sur les titres du secteur des métiers qui deviendraient des diplômes. Aujourd'hui, lorsque vous avez un brevet de maîtrise, par exemple, il dépend du bon vouloir du président de l'université de vous accueillir ou pas dans son cursus. Brevet de maîtrise dans quel domaine? Brevet de maîtrise, quel qu'il soit, boulangerie, peu importe le secteur. Mais il dépend du bon vouloir du président de l'université de vous accueillir à un niveau d'entrée qui corresponde à votre niveau de formation. C'est vrai que si ce titre portait la Marianne que donnent les CPC, à ce moment-là, les commissions professionnelles consultatives, qui sont les instances des ministères qui positionnent et étalonnent les diplômes par rapport les uns aux autres, nous aurions la possibilité d'avoir ces passerelles qui simplifieraient beaucoup dans les deux sens. À la fois les gens qui rejoignent le secteur des métiers, comme les gens qui, ayant fait une première partie de parcours dans les secteurs des métiers, souhaitent ensuite diversifier leur formation. Monsieur Karl, ça vous paraît possible, ça, qu'on introduise cette forme de souplesse et ces passerelles sur lesquelles insistait notre ami allemand il y a un instant, avant d'entendre le témoignage des deux apprentis qui ne sont pas encore exprimés? Ça me paraît indispensable, mais ça passe aussi, j'allais dire, par une certaine clarification ou simplification, parce que on l'a dit, la formation professionnelle n'est pas très développée dans notre pays, mais on est sans doute le pays qui a le plus de titres ou de diplômes au monde, et qu'un certain nombre de diplômes correspondent, je pense en particulier aux licences professionnelles ou aux masters, plus à la marotte d'un enseignant-chercheur qu'aux besoins de l'économie. Donc oui, bien sûr, il faut des passerelles, mais je crois qu'il faudra clarifier. Et ça passe véritablement par des compétences partagées entre le monde professionnel et entre l'éducation nationale. Voilà, alors je reprends ma voix. Peut-être pour avoir un peu votre témoignage sur la manière dont les choses se passent, parce qu'on parle d'apprentissage, puis là vous allez intervenir dans quelques minutes dans la salle, mais savoir un peu comment vous vivez cette expérience, la manière dont vous avez choisi la voie de l'apprentissage et ce qu'elle donne aujourd'hui. Alors, l'un vit en Allemagne, l'autre en France. Je ne sais pas par qui commencer. Peut-être c'est plus facile pour Nicolas Rousseau, qui est en Charente-Maritime. Vous venez d'où, donc, très exactement? De Jonzac. Jonzac, en Charente-Maritime. Vous avez quel âge? 19 ans. Voilà, gardez bien le micro en face, qu'on vous entende bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez été, ou vous vous êtes orienté vers l'apprentissage et où vous en êtes aujourd'hui? J'ai fait un collège normal, 6e, 5e, 4e, 3e, avec un brevet des collèges au bout. J'ai commencé en lycée, en seconde générale, et ça m'intéressait pas trop ce que je faisais. Au moment des orientations, en fin de 3e et en fin de seconde générale aussi, on ne parlait pas beaucoup de l'apprentissage, on nous parlait des lycées professionnels. C'est exactement les mêmes diplômes que l'apprentissage, sauf qu'en apprentissage, on a une période d'entreprise. Les lycées professionnels ont des stages aussi en entreprise, mais c'est pas comme nous. Et on m'en a pas parlé, je m'y suis intéressé. Donc, quand vous êtes allé dans un centre d'orientation de l'éducation nationale, vous en avez parlé avec des professeurs, etc., c'est pas une voie qui était mise en avant? Non, vraiment, c'est la dernière qu'on propose, mais vraiment. D'accord, alors comment ça s'est passé du coup? Moi, j'avais envie de travailler et l'apprentissage, c'était le mieux pour commencer à travailler tout en préparant des diplômes. Parce que l'apprentissage, on peut aller du CAP au BTS en apprentissage. Donc, moi, je trouve pas que c'est dévalorisant, un BTS quand même. On peut aller loin. Alors, vous êtes allé voir qui? Comment ça s'est... Il y a des missions locales, les CFA s'occupent aussi de vous trouver un employeur. Donc les centres de formation d'apprentis qui dépendent des régions aujourd'hui.
Et ils nous orientent, et on trouve un employeur, on fait les contrats et après on a une période de cours, un stage et après le reste en entreprise. Quelle est l'alternance entre période de cours et période en entreprise? Là, vous en êtes où aujourd'hui? En bac, c'est 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise, moitié et moitié. Donc 2 semaines dans votre entreprise. Quelle entreprise vous a recruté en apprentissage? Un garage à côté de Cognac, en Charente-Maritime. Qu'est-ce que vous apprenez? La mécanique automobile. Ouais, et là, vous en êtes où? Depuis combien de temps vous êtes J'ai fait un BEP et j'ai continué sur un bac. Et donc vous alternez entre 2 semaines dans l'entreprise, 2 semaines dans le CFA, où là vous avez une formation plus théorique. Ils sont éloignés, les deux, l'un de l'autre? Non, parce que tout ce qu'on apprend en cours, même les maths, c'est utile dans notre métier. Parce qu'en technologie, on a besoin de formules pour la mécanique et on doit suivre ça en mathématiques. Sinon, tout le programme, vraiment toutes les matières sont utiles à notre métier. C'est en rapport. C'est en rapport avec ce qu'on apprend, notre métier, et ça le rend tout de suite plus intéressant. Là, vous allez terminer votre première année, c'est ça, d'apprentissage? Oui, là, je vais terminer la première année et vous allez aller seconde année, à la fin de la seconde année, il y a l'examen. L'examen qui va vous permettre d'obtenir le bac. Un bac professionnel? Un bac professionnel. Un bac professionnel, comme si vous étiez allé en lycée professionnel, exactement, mais de manière plus alternée. Mais j'aurai de l'expérience en sortant avec mon bac, tandis que quelqu'un en lycée professionnel aura les mêmes connaissances théoriques, mais il n'aura pas l'expérience. Comment sont financées vos études? Comment vous en sortez dans la vie quotidienne? Alors, il y a peut-être les parents derrière, hein, bien sûr, mais... La formation, elle est rémunérée. On touche un salaire en fonction de l'année de notre diplôme, si on est en première, seconde année, voire troisième, de l'âge. Et l'État donne une partie du salaire, le patron aussi, je crois. Je sais pas. Ouais, donc vous touchez combien tous les mois? C'est un peu indiscret, hein, mais aujourd'hui tout le monde donne sa fiche de paye. 760 euros. 760 euros qui vous permettent de couvrir un certain nombre de frais. Géographiquement, les deux ne sont pas trop éloignés, parce que je sais qu'il y a des apprentis qui ont des problèmes de transport. Non, c'est après quand on est majeur avec le permis, c'est sûr, faut pas prendre trop loin. Les 760 euros, ça fait réagir. Peut-être que vous avez plus que vos collègues, je sais pas. Ouais. Il a de la chance, semble-t-il. Bon. Non. Ça dépend l'âge, l'endroit où on est, etc. Voilà. Ils vont vous en vouloir peut-être. Donc, est-ce que vous avez une chance aussi, d'être recruté par l'entreprise qui aujourd'hui vous fait ce contrat, ou quand vous aurez terminé votre parcours, ou est-ce que vous pensez aller voir ailleurs? Moi, je pense aller voir ailleurs, mais c'est possible de se recruter par l'entreprise. Au contraire, on connaît la clientèle, on est habitué à l'entreprise, à son fonctionnement. C'est plus pratique pour le patron. Là, on a l'ouvrier, au moment de l'embaucher, il connaît déjà l'entreprise. C'est plus simple pour lui. Donc, c'est vrai que pour le chef d'entreprise aussi, c'est intéressant de former quelqu'un qui puisse ensuite garder. Hein. C'est bien ça, M. Béchère, parce qu'il peut partir, mais parce que je crois qu'on dit qu'à peu près 90% des apprentis trouvent un emploi, hein, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour un chef d'entreprise qui s'est investi dans la formation d'un jeune de le garder ensuite. Bien sûr, c'est un peu le but, je dirais aussi, de l'apprentissage. Je l'ai dit ce matin dans le train aux 2 jeunes filles que j'ai accompagnées. Vous rigolez parce qu'on me donne toujours des jeunes filles pour... Vous savez bien vous débrouiller, donc. Non, mais juste une réponse pour la salle. C'est comment le prénom? Nicolas, voilà. Nicolas, 19 ans. Et il faut savoir qu'il y a dans l'apprentissage des pourcentages du SMIC qui sont donnés donc par 6 mois. Ça veut dire les 6 premiers mois, je crois 25%. Ensuite, ça évolue. Et il y a deuxièmement, comme il l'a d'ailleurs dit, l'âge aussi qui joue au-dessus de 18 ans. La rémunération est plus importante. Mais bon, ça, c'est pas le problème. On peut tout donner aux jeunes qui sont là. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs les 2 jeunes filles qui sont avec moi sont des jeunes issus de ce sérail-là. Aujourd'hui, dans l'artisanat, on n'hésite pas à recruter des jeunes qui ont plus de 18 ans avec un bac parce qu'ils ont un niveau naturellement plus élevé et la compréhension et l'acceptation de l'apprentissage du métier est aussi plus facile pour le chef d'entreprise.
voilà, moi je suis très fier que des jeunes ont d'abord fait un peu des études ou ont fait un bac et je crois qu'en Allemagne c'est aussi un peu comme ça. Hein. Vous êtes très content d'avoir des jeunes qui ont déjà un bon niveau. Voilà. Alors moi je voulais le féliciter Nicolas, mais c'est vrai qu'il y a juste un petit truc mais je sais que dans l'automobile, parce que même en Alsace, j'ai pas réussi à changer la tendance, tu vois, c'est que l'alternance, et je dois aussi défendre les chefs d'entreprise, tu le comprends très bien, l'alternance au bac pro ou pour le bac est de 15 jours. 15 jours, alors que dans l'artisanat, il est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et le coût de l'apprenti est le même. Alors vous comprenez, quand vous m'avez posé la première question sur le non-recrutement en période de crise, ben là vous avez aussi un peu une réponse. Quand c'est plus difficile pour l'entreprise, ils préfèrent avoir un jeune 3 semaines que de ne l'avoir que 15 jours. Alors là, il y a peut-être effectivement des aménagements, mais c'est lié aussi sans doute à la particularité de certains métiers. Alors, votre voisin, collègue, je ne sais pas si vous connaissiez avant, non? Vous avez fait connaissance à l'occasion de cette journée. Vous êtes Patrick Nassa. Vous êtes né au Burkina Faso, je crois. Vous avez quel âge? 25. 25 ans. Et vous êtes arrivé en Allemagne à quel âge? En fait, mon père, il était déjà là. Bon, il voulait m'amener, mais ma mère ne voulait pas. Donc, quand j'ai eu 18 ans, d'abord, j'avais commencé les cours d'allemand au Burkina. Et quand j'ai eu 18 ans, donc je suis venu en Allemagne. Voilà, vous avez rejoint votre père, alors, oui. qui est en Allemagne. Vous avez choisi la même voie que votre camarade, oui. La voie d'apprentissage. Comment ça s'est passé? En fait, chez moi, j'ai commencé d'abord par les cours de langue et dans une université populaire. Et 2 ans après, j'ai fait le test, une certificat en Allemagne. Puis je suis reparti à l'école malgré tout que j'avais fait la 3e, j'ai repris. Et pendant la 3e, on a eu un cours concernant l'écrit d'une demande de travail. Avant ça, j'avais fait un stage dans une entreprise. Donc quand j'ai terminé la 3e, j'ai posé des demandes dans l'entreprise. Mais cette entreprise, ils n'avaient pas le droit de former des apprentis. Donc, j'étais obligé, c'était en 2005. En fait, je n'avais toujours pas. Donc, j'ai commencé à demander dans mon entourage. Puis, j'ai connu un monsieur et il m'a donné un contact dans une entreprise. Ils ont posé des conditions que dans mon diplôme, je remplissais. Donc, j'ai posé la demande. Ils m'ont invité pour un test. J'ai écrit le test. Après, ils m'ont laissé faire un stage pendant 3 semaines. Et après, j'ai signé le contrat. D'accord. Donc, c'est vraiment par l'entreprise que les choses démarrent. Il fallait ce contrat avec l'entreprise. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? C'est une automobile. C'est dans l'automobile. Oui. Oui, dans Fiat. Donc là, c'est une grande entreprise. Oui, c'est une grande Fiat, c'est quand même pas, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en 3e année pour être mécatronicien. Donc un petit peu la même chose, vous apprenez la mécanique, mais vous dans un petit garage et vous dans un groupe multinational quasiment. Voilà. C'est tout, c'est à Düren, c'est ça? Oui, c'est à Düren. C'est-à-dire, c'est dans quelle région d'Allemagne? Düren est situé entre Aix-la-Chapelle et Cologne. Je trouve, c'est souvent marrant, c'est plus près de Paris que Berlin. Donc on viendra vous voir. Alors, est-ce que comme votre ami ou collègue, vous avez une rémunération aussi pendant cette période d'apprentissage? Oui, mais je suis en 3e année, je trouve, nous on gagne 500 €. En première année, on gagne 400 €, maintenant 500 €. 500 € voilà. En 2e année. Mais si ça ne, comment dirais-je, ça ne remplit pas tes besoins, tu peux toujours poser tes demandes et ils vont accomplir tout. On peut obtenir des soutiens financiers supplémentaires, c'est ça? Voilà, des soutiens supplémentaires. Votre camarade nous disait 15 jours, 15 jours. 15 jours dans l'entreprise, 15 jours dans une école où on a une formation un peu plus générale. Pour vous, comment ça se passe? Chez nous, c'était à peu près la même chose. Mais moi, je ne trouvais pas ça du tout bien parce que, quand tu es au garage,
et après tu sors 15 jours quand tu es au garage, et après tu sors 15 jours, tu as oublié les trucs que tu avais appris là-bas, ou bien quand tu es à l'école, vice-versa. D'accord. Donc, maintenant, ils ont mis ça. Bon, je ne savais pas. D'autres élèves avaient beaucoup de problèmes. Donc, on a contacté. Puis maintenant, c'est 2 fois dans la semaine. Par exemple, lundi, j'ai classe. Et mercredi, je suis au garage. Et jeudi, bon, je repars à l'école. Et vendredi, je suis au garage. Et c'est mieux. Et c'est mieux. Et là, si je n'ai pas compris des trucs à l'école, je me fais expliquer au garage. Et comme si je n'ai pas compris au garage, je me fais expliquer à l'école. En plus de ça, on a des points. Bon, si tu n'arrives toujours pas à comprendre, les chambres de travail a posé des points où on gagne des cours de soutien aussi. C'est plus souple alors, Monsieur Schwartz. C'est pas forcément, vous voyez, il y a différents modèles pour le système dual en Allemagne, mais le cas normal, c'est que normalement, un apprenti fait 1 à 2 jours par semaine à la classe, dans l'école, et 3 à 4 jours dans l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est bien comme système. Parce que, bon, 1 mois au garage et 1 mois à l'école, bon, oui. Comme on est là pour apprendre, bon, il y a des petits trucs. Après, si on revient, bon, à l'école, on a perdu le rythme de travail. Oui. Ou bien on a perdu donc il faut garder toujours le contact avec l'entreprise. Voilà. Combien de langues vous parlez? Bon, 5, parce que je parle 2 langues africaines, bon, l'allemand, le français et l'anglais que j'ai appris à l'école. C'est pas mal, hein? Bravo. Voilà. Jean-Patrick Farrugia, vous souhaitiez ajouter un mot? Et puis on va prendre vos questions. Juste apporter 2 points simplement dans ce qu'a dit notre jeune ami. La première, c'est que c'est souvent une question de financement pour l'adaptation des rythmes scolaires et des rythmes d'alternance. Et que ça se discute chez nous avec l'entreprise, bien sûr, par rapport à la présence en entreprise, mais également avec les régions, le centre de formation, etc. Et la deuxième chose, parce que dans ce qu'il a dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui est passé peut-être un peu inaperçu, mais qui pour nous aujourd'hui est de pleine actualité, surtout dans une instance comme celle-ci, c'est qu'il a dit qu'il s'est présenté avec une première entreprise, mais que la première entreprise ne pouvait pas prendre d'apprentis. C'est tout le sens de l'évolution que nous voudrions faire avec l'inspection de l'apprentissage, justement, qui va venir en discussion bientôt dans cette assemblée, pour pouvoir mieux cibler et accompagner plus précisément les apprentis dans la greffe qu'ils doivent prendre dans l'entreprise pour que l'apprentissage soit réussi. C'est ce que nous demandons également. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres témoignages? C'est le moment de nourrir un petit peu le dialogue avec ceux qui sont en face de vous, de demander peut-être d'autres précisions sur les différences qu'il peut y avoir entre système allemand, système français, avantages, inconvénients, ce qui explique aussi ce plus fort développement de l'apprentissage en Allemagne. Voilà, on vous donne la parole, il y a des micros, vous pouvez aussi interpeller vos camarades pour les apprentis qui sont là, ou vous exprimer très librement, ou avoir aussi le témoignage des chefs d'entreprise qui sont là et qui peut-être recrutent ou ne recrutent pas d'apprentis, ce qu'ils en pensent. Je sais que la première question, c'est toujours un peu difficile, mais il y a bien quelqu'un qui va jouer l'apprenti. Eh bien, allez-y, Madame la sénatrice, on va vous donner un micro. Voilà. Voilà, merci les uns et les autres de vous présenter. Merci. Patricia Schillinger, donc sénatrice du Haut-Rhin. Je connais bien Monsieur Bechler, puisqu'on se rencontre souvent. Donc j'ai un fils qui est parti en apprentissage, a fait un CAP, un bac pro, donc je connais très bien le cursus. Ma question, elle va pour les représentants allemands. Je voulais savoir dans l'apprentissage, est-ce que les congés dans l'année scolaire sont de 5 semaines aussi, ou plus à partir de 16 ans? Parce que je trouvais très dur pour les jeunes, quand ils partaient à l'apprentissage entre 15 et 16 ans, c'était cette fracture entre les autres élèves et de ne pas pouvoir exercer certains sports comme les autres le font et d'avoir vraiment une vie très changeante, donc de ne pas être dans le monde social comme d'autres élèves. Alors je voulais savoir comment ça se passait en Allemagne, parce que je sais qu'en Suisse, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ont 2 semaines de congés supplémentaires. Voilà, c'est une question de vie quotidienne, mais qui sont très importantes pour l'acceptation de l'apprentissage. Allez-y, Monsieur Schwartz. Non, normalement, on n'a pas ça en Allemagne. On a
Je crois que le cas normal, c'est 6 semaines de congé, même pour les jeunes, mais on a certaines règles de protection pour les jeunes. Par exemple, le travail pendant la nuit, parce que dans certaines professions, le boulanger par exemple, il travaille très tôt le matin, donc il y a certaines règles de protection pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Mais en général, l'idée, c'est que les jeunes s'intègrent dans la vie professionnelle réelle, comme tous les autres. Donc, pour les congés, c'est la même chose. Docteur Vogt, vous souhaitez ajouter une précision sur le temps qui est laissé aux jeunes pour des congés, pour le sport aussi? Vous nous en parlerez dans un moment. Alors, c'est ça, comme M. Schwarz l'a déjà dit, mais on ne peut pas oublier, c'est le système dual. Ça veut dire, c'est-à-dire, les jeunes gens apprennent les conditions dans les entreprises pour réussir pendant le travail, pour réussir, pour obtenir un emploi. Et c'est pourquoi il y a des exigences, d'autres exigences que pour les élèves. Et il faut oui. Alors il faut équilibrer le travail et les vacances, c'est ça. Oui. Mais c'est la chance aussi pour les jeunes gens apprendre les conditions, apprendre les déroulements, apprendre les commandes, apprendre les clients et pour acquérir la qualification et la maturité pour accéder au marché du travail. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Comment ça se passe pour vous, par rapport à vos camarades, ceux qui ont votre âge, que vous côtoyez, qui sont dans d'autres formations sur les congés, le sport, tout ce que... c'est vrai que c'est pas le même train de vie quand même, parce que bon, les cours c'est fatigant, mais le boulot c'est un peu plus courant. Le soir quand on rentre, on a pas une fatigue physique réelle. Hein. On n'a pas forcément envie d'aller faire du sport, ou même on n'a pas trop le temps suivant aux heures qu'on débauche. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que les semaines de cours, on finit à 16h30 et en entreprise 18h30, donc c'est jamais les mêmes horaires. On peut pas prévoir quelque chose quotidien de toutes les semaines. On peut pas le prévoir. Ça change tout le temps. Patrick? Chez nous, les congés, les apprentis, ils peuvent le prendre du même temps que les élèves. Ça c'est la loi. Et après, concernant le sport, les entreprises n'aiment pas, risque de se blesser, risque de blessure. Donc les apprentis même, on vous encourage pas vraiment à aller faire du sport. Ouais. Ouais. Participerez pas au mondial du mois prochain en Afrique du Sud. Monsieur Faroudia? Et puis, une autre question tout de suite après, s'il y en a dans la salle. Juste un mot quand même, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour l'exercice d'un sport collectif lorsqu'on est en apprentissage, parce qu'on est en alternance entre une entreprise et un lieu de formation. Mais nous avons quand même depuis 5 ans maintenant développé une association qui s'appelle la NDSA et qui a pour vocation justement de développer la pratique du sport dans l'apprentissage pour ce qu'amène le sport. Hein. C'est à la fois des valeurs d'entreprise et puis l'agilité, etc. Et aujourd'hui, nous avons, alors c'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble du nombre d'apprentis que nous recevons, mais nous avons plus de 3000 jeunes qui sont inscrits dans la pratique de sport collectif. C'est vrai que c'est un peu compliqué à organiser, mais nous poursuivons nos efforts dans la matière. Alors, une autre question au premier rang, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, Jean-Vincent Boussiquet, donc je dirige une entreprise de charpente, couverture, et je forme des apprentis, bien évidemment, depuis de longues années. Alors, on a beaucoup parlé des réticences, et notamment, on a cité l'éducation nationale, mais je crois qu'il y a un autre facteur important, ce sont les parents. Parce que les parents, et j'ai eu plusieurs cas comme ça, sont souvent réticents à mettre leurs enfants à l'apprentissage. Bon, d'abord par les risques du métier. Hein, c'est vrai que moi c'est un métier à risque, hein, charpentier, couvreur. Bon, ils sont même un jeune de 16 ans,
il faut quand même, il peut pas rester au bas de l'échelle, hein, donc il faut qu'il monte sur les édifices, etc. Alors je crois que ça, c'est un frein qu'il faut, il faut essayer quand même de faire comprendre aux parents que les risques sont mesurés, qu'il y a des protections, et on parlait des machines, et tout à l'heure, c'est pareil, hein, je crois le but quand même de l'apprentissage, c'est pas d'envoyer ces jeunes à des risques démesurés. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire passer, c'est des messages qu'il faut le faire passer, quoi. Oui, Monsieur Schwartz. En Allemagne, on a une perception un peu différente sur ça, parce que en Allemagne, c'est souvent les parents qui donnent le conseil à leurs enfants de faire un apprentissage dans l'artisanat, puisqu'ils savent bien que un apprentissage dans l'artisanat, c'est la meilleure protection contre le chômage. Souvent, les jeunes veulent, même s'ils ont un baccalauréat, ils veulent faire des études. Parce que bon, les autres font des études et c'est assez cool, c'est bien, vous savez... Ce sont les parents qui poussent. Oui, c'est la Deutsche Vita, là, dans l'imagination des jeunes. Tandis que les parents disent, tu peux faire des études après, mais il faut faire quelque chose de solide avant, alors tu fais un apprentissage. Donc je crois la perception dans les deux pays, c'est absolument différente. Jean-Claude Carle. Oui, il y a sans doute un problème d'image qu'il faut faire évoluer. Et là, les professions ont bien sûr leurs responsabilités, mais il y a aussi, j'allais dire, il faudrait donner aux jeunes peut-être plus de perspectives d'évolution de carrière. Ça aussi, c'est peut-être pas assez mis en avant. Et puis, troisième chose, il faut aussi que le jeune, s'il s'est trompé dans son orientation, puisse pouvoir revenir, pouvoir se reformer, qu'on lui donne l'assurance financière, hein, qu'il pourra se reconvertir dans une autre filière. Je voudrais simplement rajouter tout à l'heure par rapport à la pénibilité de l'apprentissage par rapport à la filière classique. Le Sénat l'a pris en compte, je l'ai dit tout à l'heure, en accordant, on a mis dans la loi 5 jours supplémentaires pour préparer les examens, parce que c'est vrai, hein, ils ont un rythme de vie qui est un peu différent par rapport à ceux qui suivent la voie classique. Nicolas et Patrick, est-ce que vos parents vous ont encouragé dans ce que vous faites, vous ont poussé ou pas vraiment? Est-ce que c'est plutôt un choix personnel? Oui, bon, mon père tenait à ce que je fasse une formation dans n'importe quel métier, et quand j'avais commencé les démarches, il m'a aussi soutenu. Il a aussi demandé à ses contacts et essayé à me trouver un centre de formation. Donc, ils vous ont soutenu, et vous, là, vous découvrez ce métier, c'est un métier que vous avez envie d'exercer, ou vous dites parfois, je me suis peut-être trompé? Non, bon, en fait, pendant, comment dirais-je, la troisième, à travers les stages, j'avais, comment dirais-je, trouvé mes intérêts. J'étais intéressé dans le domaine de l'automobile. J'ai trouvé que c'était intéressant et ça me plaisait, donc j'avais opté pour ça. Nicolas? Moi, mes parents, c'est vrai qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Ils auraient préféré que je fasse la voie normale, on va dire. Mais... Traditionnelle. Oui. Enfin, ou habituelle. Je ne sais pas ce qui est traditionnel. Mais je leur ai dit que c'était mon choix, quoi, que c'est moi qui voulais le faire, c'est pas leur avenir, c'est le mien. Et ils m'ont dit, si tu le fais, va le plus loin, essaye d'aller le plus loin possible, fais-le, mais essaye d'aller le plus loin possible au moins, pour avoir une bonne place. Et donc là, aujourd'hui, vous voulez aller jusqu'où? Vous commencez à voir un petit peu? J'aimerais bien BTS après. Ce serait pas donc bac d'abord, BTS après. Et BTS après. Donc vous n'avez pas l'impression que vous êtes trompé? Non. Que ce soit sur la filière ou sur le métier? C'est ça aussi qui est bien avec l'apprentissage, c'est parce qu'on peut voir si notre métier nous plaît ou pas, parce qu'on est en entreprise. C'est pas un stage en mécanique, c'est pas un stage de 3 semaines dans l'année qui va nous le confirmer. Il faut y être tous les jours. Dans un garage, il faut y être l'été, l'hiver. C'est pas les mêmes conditions de travail. On voit vraiment commencer tous les jours. Bon, et vous n'êtes pas découragé? Non, vous avez vraiment pas. Vous avez envie de continuer? Non, parce que ça me plaît. Ouais. D'autres questions ou témoignages? Madame? Voilà, merci de vous lever, parce que comme vous êtes un petit peu loin, on vous verra mieux, et de vous présenter. Eva Sabine Kunz, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En fait,
Donc, on a beaucoup entendu sur la formation professionnelle, l'apprentissage en Allemagne, l'apprentissage en France. Je voudrais ajouter un autre aspect qui est celui de la mobilité, et en fait de la mobilité franco-allemande, puisque l'Office franco-allemand pour la jeunesse donc, échange par an un petit peu plus de 200 000 jeunes, de 3 à 30 ans de toute catégorie sociale. Et parmi ces 200 000 jeunes, en fait, il y a à peu près 12 000 jeunes en formation professionnelle qui sont échangés donc ou bien en groupe, c'est peut-être parfois plus facile de partir pour la première fois à l'étranger en groupe, mais on propose aussi des stages individuels qui sont assez demandés. On développe des outils qui peuvent faciliter de faire un stage à l'étranger en Allemagne ou en France par métier. Là, le dernier né, c'est un glossaire métier du livre, donc qui vous explique comment dire les choses en allemand ou en français, parce on n'est pas obligé de parler la langue pour partir dans notre pays. C'est plus une préparation à la mobilité qu'on donne, puisque nous savons qu'en fait, il y a pas mal de main-d'œuvre qui manque en Allemagne et en France. C'est la Chambre de commerce franco-allemand de Paris qui nous le dit. C'est des jeunes qui manquent, qui parlent un petit peu plus la langue de l'autre pays, qui connaissent surtout la culture du pays voisin. Donc, c'est vraiment un investissement pour la carrière professionnelle. Et nous sommes en train de préparer une convention avec l'APCM qui sera signée en juin. Là, pareil, pour augmenter en fait les effectifs des jeunes qui sont échangés entre les deux pays. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'OFAGE, www.ofage.org, et vous verrez que en fait, ça fait plaisir de découvrir un autre monde. Voilà, faites-le en groupe la première fois. Et ça peut vous rapporter gros pour votre avenir professionnel. Alors Merci. on parle justement, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, d'Erasmus des apprentis, hein, l'idée qu'il y ait une circulation européenne et donc entre la France et l'Allemagne qui se met en place. Tout à fait, il y a ça. Il y a Leonardo qui sont des programmes européens et l'Allemagne et la France disposent donc de ce formidable instrument ou partenaire qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a été fondé par les deux gouvernements. En fait, c'est quelque chose qui n'existe qu'entre la France et l'Allemagne. Donc, profitez-en. Et ça, c'est nouveau. Et je crois que là, sur les dernières années, il y a un peu moins de 2000, 1800 apprentis des réseaux de CFA et de chambres de métiers d'apprentis qui ont pu partir ailleurs en Europe. Monsieur Bechler, là-dessus, sur les échanges franco-allemands oui, notamment. je voulais donner un exemple, mais je regarde depuis un bout de temps. Je ne sais pas si cette personne est dans cette salle ou si elle est dans l'autre salle. Alors, si elle est dans l'autre salle, elle aurait pu apporter rapidement son témoignage. Elle n'est pas là, non, elle est dans l'autre salle. C'est une fille allemande de Kiel, pas Kiel, ça c'est en haut, hein, qui est venue à Wissembourg. Elle avait fait un bac, ensuite elle a fait fille au père en Angleterre. Elle connaît 3 langues, elle parle bien, français, allemand, anglais. Et elle a, en arrivant à Saarbrück, hein, elle avait vu un jour qu'elle pouvait faire un stage dans une pâtisserie à Wissembourg. Elle est allée dans cette pâtisserie et voilà, elle fait un apprentissage pâtissière. Elle fait son examen là au mois de juin. Donc voilà, c'est pas vraiment un exemple, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a des jeunes qui se déplacent. Dans les filières, mais aussi géographiques. Sans que ce soit en groupe. Oui. Et puis j'ai fait, et deuxième action, j'ai fait avec le président de la Chambre des métiers de M. Lam de Fribourg, hein, un échange d'apprentis avec le CFA de Colmar. Là aussi, nous avons amené 6 jeunes. D'abord, on l'avait fait en pâtisserie, et puis maintenant, ça se fait dans d'autres métiers. Chaque fois, un petit groupe de 6 qui vont en Allemagne, qui vont dans des entreprises, qui restent 3 semaines. Et après, nous, en retour, on prend 6 jeunes de ces entreprises-là chez nous en France. Voilà. Jean-Claude Carle. Simplement compléter. Les régions se sont beaucoup investies dans ces échanges. Je vois ma propre région, la région Rhône-Alpes, qui est jumelée avec le Bade-Württemberg. Il y a des échanges entre les centres d'apprentis des deux régions avec des moments, des stages, quelquefois même c'est une année qui est passée dans l'autre pays. Et c'est extrêmement important. Monsieur Vogt. La mobilité des jeunes gens, c'est pas une offre de voyage, mais c'est une question de qualification. Et c'est une chance pour les entreprises de se préparer ou une chance pour préparer les salariés, pour préparer les apprentis pour le marché européen, pour le marché
du travail européenne et c'est pourquoi il faut soutenir ces actions. Oui, Définitivement. aujourd'hui, donc, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus mobiles et vous le prouvez aussi dans l'apprentissage qu'il y a vos 25 ans et c'est complètement nécessaire. J'imagine d'ailleurs que parler 5 langues, dont 3 sont des langues capitales, je dirais, pour le marché européen, ça va être un atout dont Patrick va pouvoir profiter au long de sa carrière. Nicolas, vous souhaitiez ajouter un mot? Il y a un mois environ, 3 semaines, notre CFA il a fait un échange comme ça. On est parti 6 jours en Allemagne, à Oldenburg. Depuis les années 1970, il y a une sorte de contrat d'échange entre le CFA d'Oldenburg et la Chambre des métiers de la Charente-Maritime. Et ça faisait 8 ans qu'il n'y en avait plus. Et on a eu envie de recommencer. Il y a des personnes qui se sont investies, d'ailleurs, merci beaucoup. Parce que les 19 qui sont partis, profitez, vous êtes à la télé, ils vous regardent, vous pouvez les remercier. Et le CFA de Saint-Germain-de-Lusignan a remis ça en place. Et on est parti 6 jours, il y a 3 semaines en Allemagne. Vous avez découvert des entreprises? Des entreprises, on a visité des concessions, les chaînes de montage Mercedes, on a vu comment ils travaillaient, comment ils étaient formés. C'était vraiment très intéressant. Il y avait des ressemblances avec la France, c'est sûr, mais il y avait beaucoup de différences et c'est pas plus mal de les avoir vus. Voilà. Et comme Renault et Mercedes vont travailler ensemble, ça vous offre aussi quelques perspectives. Ils nous ont quand même proposé des stages, parce que si on voulait revenir, le CFA nous a proposé de nous loger, les entreprises nous ont proposé des stages, donc ils sont très, très ouverts. Autre question, monsieur, et puis ensuite... Monsieur Boulan, Chambre des métiers de la Marne. Pour rebondir sur la mobilité, mais là la mobilité de proximité, je serais intéressé de savoir comment gèrent les centres de formation en Allemagne sur tout ce qui est déplacement des apprentis, gestion des internats. Comment vous gérez cette problématique qui en est une chez nous, parce que les parents souvent sont démunis au niveau des moyens et souvent ils privilégient, ils les laissent dans l'enseignement général parce que financièrement ils n'ont pas la capacité de pouvoir assumer, je dirais, les moindres frais de gestion de leurs enfants. Oui, on y faisait allusion tout à l'heure, je crois que c'est une question importante. Vous-même, vous êtes 2 apprentis qui n'avaient pas trop ces problèmes, mais c'est vrai que dans certains endroits, vous dites même que c'est un frein parfois au choix de l'apprentissage de la part des parents. Est-ce que vous pouvez apporter une précision là-dessus? Bon, pour les internats, par exemple, le nombre n'est pas très grand parce que normalement, si on commence un apprentissage, on le fait tout près de la maison des parents. Donc, c'est seulement pendant certaines périodes, il faut se déplacer pour faire un stage dans une autre région de l'Allemagne ou pour faire ce qu'on appelle überbetriebliche Ausbildung. C'est une partie de la formation qui se fait dans des écoles spécialisées. Là, par exemple, la Chambre de métiers de Berlin, elle a un internat, une possibilité de logement pour les jeunes gens qui est organisé par nous-mêmes et qui est financé d'une partie de la Chambre et d'une partie de la main publique par le ministère et aussi par les jeunes. Donc les jeunes, quand ils vivent là-bas, ils doivent payer, je sais pas, 2,50 € par jour. C'est pas beaucoup, mais il faut aussi donc il y a un financement, si vous voulez, de 3 parties des chambres, de la main publique et des jeunes gens. Mais vous dites que de façon générale, il y a une certaine proximité entre les centres de formation, les entreprises où travaillent les jeunes, la famille, et donc il n'y aurait pas en Allemagne ce frein qui est parfois un obstacle majeur, qui est que les parents décident « tu ne feras pas d'apprentissage parce que ça me coûterait trop cher ». Au fond, c'est ça que vous nous dites. Je crois que ça c'est pas un problème. Je crois que c'est bien accepté que le temps d'apprentissage, c'est bien un investissement. Des jeunes aussi. Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est la protection la plus efficace pour les jeunes contre le chômage. Et alors, la rémunération
pendant l'apprentissage, c'est pas exceptionnel. C'est 500 €. Ça dépend aussi des métiers. Oui. Il y a certains métiers où on commence à 1000 €. Il y a d'autres métiers, par exemple les coiffeurs, ça commence à 300 seulement. Mais tous les jeunes qui commencent un apprentissage, ils comprennent ça comme un investissement dans pour leur propre avenir. Alors ça, c'est pas vraiment un frein, si vous voulez, pour commencer un apprentissage. Monsieur Vogt, vous souhaitez ajouter une précision, puis Jean-Patrick Farrugia. Ce système-là que les entreprises payent les salaires, les courses, les cotisations sociales, les frais d'examen, etc., c'est une des raisons pour l'acceptation du système en Allemagne, parce que pour le contribuable allemand, le système est économique, oui. Et c'est très important, mais ça fonctionne. Et c'est une raison de la culture du système en Allemagne. Jean-Patrick Farrugia. Oui. Allez-y. Vous apportez juste une précision en disant que dans les dernières études que nous avons faites, on se rend compte en France que la France n'a pas la même densité que l'Allemagne de population. Donc on a des zones en France où il y a beaucoup moins de population qu'en Allemagne. On se rend compte que lorsqu'il faut plus d'une heure entre de déplacement entre l'entreprise, le centre de formation ou le logement, il y a une vraie difficulté d'accès à l'apprentissage. Et nous espérons travailler dans le cadre du grand emprunt pour voir comment essayer d'apporter des solutions à ces logements de proximité pour des jeunes majeurs. Parce que lorsque les jeunes ne sont pas majeurs, il y a encore plus de difficultés pour leur accompagnement au quotidien. Ouais, d'autant que les transports scolaires ou même pour des apprentis départementaux, c'est plutôt en train de diminuer que de se densifier. Mais ça, c'est un autre sujet. Monsieur Karl. C'est vrai que la mobilité de proximité, c'est un vrai problème. Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. La troisième réponse que doit apporter un système de formation, c'est la réponse de la diversité des territoires. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'orientation se fait souvent par défaut et en fonction de l'offre de formation. On choisit de rentrer dans telle ou telle filière parce qu'il y a à côté un lycée professionnel, un centre de formation qui le fait. Et on arrive quelquefois à des situations aberrantes, je l'ai vécu. Moi, j'ai dû fermer le lycée hôtelier de Chamonix parce que les conditions n'étaient pas réunies et on continuait à former des jeunes à l'hôtellerie dans 2 départements plus loin, à 300 km. Vous ne faites pas faire 300 km à des jeunes pour venir dans une entreprise. Et ça ne peut passer que par un partenariat entre le monde professionnel et le système éducatif. Et c'est ce que nous avons voulu mettre dans le texte Wauquiez, à travers le plan régional des formations, qui est de la compétence des régions, que les professions soient partenaires de ce plan et que leur signature ait valeur d'engagement. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Une dernière question, monsieur. Oui, Steven Thénault, donc directeur d'éducation pour la région Alsace. En fait, ce ne sont pas des questions, 3 témoignages pour donner une touche très positive encore. Le premier témoignage, c'est que on a réussi très récemment, ça date de mars dernier, à obtenir des chambres des caisses d'assurance allemandes qu'elles puissent considérer donc un apprenti allemand qui va passer une période en France, qu'elles puissent donc considérer cette période comme assuré par la caisse allemande. Puisque nous souhaitons développer l'apprentissage transfrontalier, c'est le but de l'opération. Deuxième témoignage, quand on travaille avec nos partenaires allemands, on voit bien que nous souhaitons en particulier développer l'apprentissage transfrontalier pour le post-bac, notamment, pas uniquement, sinon M. Bechler va me faire des gros yeux, mais notamment l'apprentissage post-bac. Et on voit bien que là, il y a une différence aussi, peut-être pas culturelle, mais d'approche. C'est que nous, on pense formation, et en fait, on a en face de nous des partenaires qui pensent projet d'entreprise. Et puis, troisième témoignage, dans le cadre de la préparation du congrès tripartite qui aura lieu donc en décembre, le 12e, si je ne me trompe pas, nous préparons une mise à jour des comparaisons des systèmes suisses, allemands, français, qui ne sont pas toujours si éloignés que cela. Et donc, je donne cette information, c'est un document qui sera à disposition de tous pour une meilleure connaissance des dispositifs comparés et pour développer l'apprentissage transfrontalier. Vous comprendrez que pour nous, c'est important. Merci. Merci de votre témoignage. Les jeunes ne se sont pas beaucoup exprimés, à part vous, qui l'avez fait très clairement et très bien. Ah voilà, un jeune homme qui veut bien nous apporter un petit peu son témoignage ou sa question. Allez-y, comme ça vous serez aussi
vous êtes très bien représenté dans cette table ronde, mais il n'y avait pas de raison que vous ne puissiez pas parler. Ce sera d'ailleurs la dernière question, je crois, là, parce que le temps avance. Mais allez-y. Merci de vous lever qu'on vous voit mieux et de vous présenter. Bonjour à tous. Donc Aurélien Reynon. Je voulais poser une question à propos des... Vous êtes en apprentissage? Oui, je Où suis ça en apprentissage au CFA de Loire-Atlantique, de Pays de la Loire. Dans quel domaine? Tapissier en siège. D'accord. Allez-y. Donc oui, c'était à propos du secteur métier d'art. J'ai vu beaucoup d'apprentis très motivés, ou en tout cas de jeunes qui venaient pour un apprentissage, qui étaient très motivés, et qui avaient du mal à trouver un patron. Parce qu'on sait très bien que c'est un métier, ce sont des métiers assez jolis. Hein. Il y a l'ébénisterie, tapisserie, vitrail, doreur, encadreur. Et les jeunes sont motivés, enfin ils paraissent motivés et ils n'arrivent pas à trouver d'employeurs. Comment faire pour motiver ces employeurs et leur donner envie de prendre des apprentis? Alors, vaste question, mais c'est important, Monsieur Bechler, peut-être vous qui êtes employeur, artisan, comment est-ce qu'on peut encourager finalement aussi les patrons à recruter des apprentis? Parce qu'on en revient toujours là, s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas d'apprentissage. Oui, alors... Un mot, parce qu'on a... Oui, non, en un mot, c'est particulièrement une difficulté dans le domaine. Et si le jeune homme il a posé la question, c'est vraiment que c'est une vraie question. Malheureusement, d'habitude, j'ai toujours une vraie réponse, mais là, je suis... Joker, alors c'est embêtant, Joker, voilà. mais Jean-Patrick Farrugia va vous aider. Moi, je dirais simplement une chose. Parce qu'il faut quand même essayer de terminer sur une note positive. Je dirais simplement une chose. Quand vous regardez les professions justement de la boulangerie ou dans les métiers de bouche, la boucherie, etc., vous avez des professions qui ont réfléchi à l'évolution de leur image et à se remontrer de façon attractive par rapport à l'évolution des entreprises. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans la profession par rapport à l'image, au courant d'affaires et aux perspectives d'avenir. On a trop souvent, malheureusement, dans ces entreprises, des gens qui se replient sur eux-mêmes et qui se sentent un peu agressés dans un environnement qui leur paraît pas porteur, alors qu'il y a une vraie demande et que cette demande n'est pas satisfaite. Je cite juste un exemple, justement, il est au centre de formation d'apprentis qui est à Binz, dans la région dont vient Monsieur Vauquier. Ce centre de formation qui travaille sur l'ébénisterie travaille à la restauration de meubles de châteaux dans l'environnement, qui permet de travailler à la fois au maintien du patrimoine et qui donne un sens à cet apprentissage qui est fait. D'un mot, Jean-Claude Carle. Oui, je dirais à ce jeune homme qui est tapissier en siège, qu'il aura sûrement des débouchés au Sénat. Non, je voudrais... Ah, très bien. Non. Vous regardez, il y a plein de tailles de fauteuils différents d'ailleurs dans l'hémicycle. Hein. Nous avons été sensibles à ce problème et nous avons inscrit là aussi dans la loi une disposition qui permet aux jeunes d'avoir 2 mois supplémentaires dès qu'ils ont trouvé un CFA pour pouvoir trouver une entreprise. Donc c'est pas négligeable, c'est un vrai problème, nous l'avons pris en compte. Un obstacle à surmonter. Le mot de la fin peut-être pour Monsieur Schwartz, je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez vu beaucoup de responsables français, de jeunes qui s'intéressaient à ce qui se passait en Allemagne. Est-ce que vous, il y a des choses qui en France vous intéressent, vous dites, ah bah tiens, c'est bien, on pourrait s'en inspirer aussi? Bon, je pense que j'ai toujours eu l'impression que le système d'enseignement dans les écoles est beaucoup plus efficace qu'en Allemagne. Je sais qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais en Allemagne, on a une crise du système d'enseignement et je crois qu'on peut beaucoup apprendre de la France sur ce sujet. Et je pense que plusieurs personnes ont dit, l'importance de la mobilité. C'est pas seulement importante pour qu'on se déplace pour travailler dans notre pays, mais c'est aussi important pour acquérir des compétences interculturelles. Et c'est tellement important et je suis très heureux qu'on fait un point sur la mobilité et qu'il y a beaucoup d'aide sur ça, puisque ça c'est l'avenir. Et pour ça, je suis très heureux qu'on a pu faire ce débat ensemble. Franco-allemande, je crois que c'est toujours très fructueux. Merci en tout cas, merci à tous. Je voudrais Malheureusement, on doit terminer
ce moment d'échange qui, j'espère, vous aura un petit peu mieux appris le fonctionnement de l'apprentissage. En Allemagne, bien sûr, mais aussi en France. On en a vu à la fois les obstacles aujourd'hui, mais aussi les perspectives, notamment grâce à vous, Nicolas et Patrick. On vous remercie particulièrement. Merci à tous de nous avoir suivis.